Bonjour et bienvenue sur Radio CCERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 22 février 2026, épisode 583, et au programme, nous avons la compromission massive de plus de 30 000 serveurs OpenCloud en quelques semaines avec plusieurs campagnes coordonnées exploitant l'écosystème de plugins de la plateforme. Nous aborderons ensuite l'annonce de Microsoft sur la fin de vie du support pour Windows Server 2016 et Windows 10 Enterprise LTSB 2016, avec des échéances et des options de transition pour les infrastructures concernées. Un rapport d'AWS documente la compromission de plus de 600 firewalls FortiGate dans 55 pays par un groupe russophone exploitant des outils d'IA générative pour industrialiser ses opérations offensives. Côté incident, PayPal a notifié environ 100 clients d'une exposition de données personnelles causée par une erreur de code dans son module Working Capital, avec des transactions non autorisées pour certains comptes affectés. Nous reviendrons sur la campagne Sandworm Mode identifiée par Socket, qui exploite au moins 19 paquets NPM malveillants pour dérober des credentials, des cryptographies et des secrets CICD, avec un module ciblant spécifiquement les assistants de codage en IA. Enfin, les responsables ukrainiens de la cybersécurité confirment l'évolution de cyberattaques russes contre des infrastructures énergétiques, désormais orientées vers la collecte de renseignements pour guider les frappes de missiles. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Selon les analyses de Flare, plus de 30 000 instances OpenCloud exposées sur Internet ont été compromises en l'espace de quelques semaines. L'exploitation a débuté dans les 72 heures suivant l'adoption massive de l'outil, les attaquants ciblant simultanément plusieurs vecteurs d'attaque contre des serveurs mal configurés exposant des mots de passe, des clés d'API ou des jetons d'authentification. Plusieurs campagnes coordonnées ont été identifiées. La première, baptisée Clo Havoc, repose sur de faux scripts d'installation d'OpenCloud et une fois exécutés, ces scripts déploient des infostealers, notamment Atomic Stealer sur macOS ou des keyloggers sur les environnements Windows. Une seconde campagne a ciblé directement l'écosystème de plugins vers CloudHub, la plateforme dédiée aux skills d'OpenCloud. Plus de 1100 skills ont été empoisonnés, permettant l'exfiltration massive de données sensibles. La société Flare pointe un modèle de confiance par défaut sur CloudHub. Tout compte GitHub créé depuis au moins une semaine peut publier du code sans aucune autre vérification préalable. En parallèle, les chercheurs d'Hudson Rock ont documenté pour la première fois un malware capable de s'emparer des données de configuration d'un agent IA reposant sur OpenCloud. La société Flare souligne que les acteurs malveillants ont démontré une maîtrise rapide de l'architecture de la plateforme, développant de multiples méthodes d'exploitation et tirant parti de l'écosystème des skills pour établir des canaux d'attaque à grande échelle. Plusieurs entreprises, dont Meta, restreignent désormais l'usage d'OpenCloud sur les postes de travail de leurs employés, tandis qu'un nombre croissant de startups interdisent l'agent autonome sur les appareils professionnels. Microsoft a officiellement annoncé la fin du support étendu pour 3 produits majeurs de son écosystème professionnel, Windows 10 Enterprise LTSB 2016 et Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB cesseront de recevoir des correctifs de sécurité le 13 octobre 2026. Windows Server 2016 suivra le 12 janvier 2027. Pour les organisations dont l'incapacité de migrer avant ces échéances, Microsoft propose son programme Extended Security Update, ce qu'on appelle l'ESU. Ce dispositif fournit des mises à jour de sécurité critiques pour une durée maximale de 3 ans, et Sartak Agrawal de Microsoft précise que le programme ESU constitue un pont temporaire et non une solution pérenne. Le coût est fixé à $61 par appareil la première année pour Windows 10 Enterprise LTSB 2016, avec une réduction à $45 pour les postes gérés via Intune ou Autopatch. Le tarif double chaque année consécutivement et toute souscription en deuxième année impose le paiement rétroactif de la première. Côté migration, Microsoft oriente les infrastructures serveurs vers Windows Server 2025. Pour les postes de travail, les cibles recommandées sont Windows 11 Enterprise LTSC 2024, sous réserve de compatibilité matérielle, notamment les exigences TPM ou Windows 10 Enterprise LTSC 2021 comme alternative transitoire.
Le secteur industriel fait face à une contrainte supplémentaire. Les licences ESU pour Windows IoT Enterprise ne sont accessibles que via les fabricants d'OEM. Les équipes de maintenance doivent anticiper dès maintenant les échanges avec leurs fournisseurs pour évaluer les coûts de maintien en conditions de sécurité de leurs automates ou terminaux spécialisés. Selon un rapport d'incident publié par AWS, un groupe cybercriminel russophone à motivation financière a compromis plus de 600 firewalls FortiGate, exposés sur Internet, répartis dans 55 pays, en un peu plus d'un mois. La campagne s'est déroulée entre mi-janvier et mi-février 2026. Les attaquants ont scanné les interfaces de management de FortiGate accessibles publiquement, testé des identifiants faibles ou réutilisés pour exfiltrer les fichiers de configuration des équipements compromis. Ces fichiers contenaient des credentials d'administrateurs et VPN, ainsi que des détails de la topologie réseau ainsi que les règles de filtrage. À partir de ces accès initiaux, les opérateurs ont pivoté, donc c'est ce qu'on appelle un déplacement latéral, vers les environnements internes, ciblant les Active Directory, procédant à du credential dumping et recherchant des vecteurs de mouvements latéraux, et les serveurs de sauvegarde Vim figuraient également parmi les cibles. Bon, on va être bienveillant, mais quelque part une interface de management FortiGate accessible publiquement, ouais, demandez à votre administrateur de postuler à la concurrence, vous allez gagner de l'argent. Il faut vraiment être c'est vraiment des... L'élément distinctif de cette campagne réside dans l'utilisation massive d'outils d'IA, génératifs commerciaux. Les attaquants ont généré des playbooks, des scripts d'attaque et une note opérationnelle via ces outils. Sigimoz, CISO d'Amazon, souligne que le volume et la diversité du tooling produit, ce sont donc tous les petits scripts, les équipements, auraient normalement nécessité une équipe de développement conséquente. Alors qu'un acteur isolé ou un groupe restreint a généré l'ensemble de cet arsenal grâce au développement assisté par l'IA, et des artefacts de code ou de planification générés par IA ont été retrouvés directement sur les infrastructures compromises. Alors ça prend avec un petit bémol. Effectivement, les IA génératives vous permettent de créer beaucoup de scripts, beaucoup d'équipements, etc. Mais ça ne va pas remplacer une équipe de développement. Il faut quand même regarder ce que ça fait, que ça soit le bon résultat. Je crois plus à un groupe d'attaquants extrêmement pointus à la base, et ils se sont mis, comme tout informaticien devrait l'être, en mode feignant. C'est-à-dire, je vais utiliser l'IA générative pour faire ce que j'ai besoin comme script, etc. C'est-à-dire qu'ils savent précisément ce qu'ils vont faire, ils sont capables de relire le code, ils sont capables de l'industrialiser, etc. Et c'est là qu'on voit On avait déjà vu, nous, ça l'année dernière. Là, on le voit de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que AWS note que ce tooling, bien que fonctionnel, présente des marqueurs typiques de génération automatisée, du parsing simpliste et des commentaires redondants. La stratégie reposait sur un volume plutôt que sur la sophistication. Et les cibles offrant une résistance significative étaient abandonnées au profit de cibles plus accessibles. C'est toujours le même principe de base. Plus vous allez mettre de la fortification, entre guillemets, pour rentrer dans vos systèmes, et plus vite les attaquants vont passer à une autre cible moins protégée. Alors ce rapport, il intervient quelques semaines après une alerte similaire de Google sur l'intégration croissante de l'IA générative dans les opérations cybercriminelles. C'est intéressant, si vous avez le moyen de vous fournir le rapport d'AWS, je vous ai mis le lien de l'article, mais il n'y a pas le rapport d'AWS dedans. On apprend que PayPal a notifié environ 100 clients de l'exposition de leurs données personnelles suite à une erreur de code introduite dans l'application PayPal Working Capital. Selon la notification de violation de données datant du 10 février et transmise à The Register, la fuite s'est étendue du 1er juillet 2025 au 13 décembre 2025. L'incident trouve son origine dans la modification de code défectueuse au sein du module de demande de prêt Working Capital. C'est une erreur qui a exposé des informations de contact professionnels, incluant des noms, des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, ainsi que des adresses professionnelles. PayPal, sinon Vladimir il va saigner les oreilles. Donc PayPal précise que ces systèmes n'ont pas été compromis. Il s'agit d'une exposition résultant d'un défaut applicatif et l'activité non autorisée a été détectée le 12 décembre 2025. PayPal indique avoir immédiatement lancé une investigation, bloqué les accès non autorisés et procédé au rollback du code responsable de la fuite. Les mots de passe des comptes affectés ont été réinitialisés avec obligation pour les clients concernés de définir un nouveau mot de passe à leur prochaine connexion. Et parmi les clients impactés,
quelques-uns ont subi des transactions non autorisées sur leur compte. PayPal confirme avoir procédé au remboursement intégral de ces transactions et propose 2 ans de surveillance de crédit gratuite aux personnes affectées. Cet incident survient après une brèche antérieure plus significative, également survenue en décembre, mais en 2022, au cours de laquelle les données personnelles de 35 000 utilisateurs de PayPal avaient été exposées via une attaque de credential stuffing exploitant des identifiants valides. Selon les chercheurs de Socket, une campagne active de supply chain attack baptisée Sandworm Mode exploite au moins 19 paquets NPM malveillants pour dérober des credentials, des clés cryptographiques et des secrets d'environnement CICD. Les paquets, publiés sous les alias NPM Official 334 et Java.org, incluent également des noms en typo-squatting ciblant des outils populaires, parmi lesquels Cloud Code ou encore OpenCrow. Le malware opère en 2 phases. Le premier stage capture le credential et les clés de crypto, puis charge un second stage activé après un délai de 48 heures, augmenté d'un jitter aléatoire, ce qui va exécuter une propagation du type worm, donc un ver, l'injection MCP et l'exfiltration complète des données. La chaîne d'attaque intègre un GitHub Action weaponisé qui récolte les secrets CICD et va les exfiltrer via de l'HTTPS avec un fallback DNS. Un kill switch déclenche l'effacement du répertoire Home en cas de perte d'accès à la plateforme NPM et GitHub. C'est une fonctionnalité qui reste désactivée par défaut. Il y a un module MCP Inject qui va cibler spécifiquement les assistants de codage IA, que ce soit Cloud Code, Cloud Desktop, Cursor, Visual Studio Code Continue et Windsurf, en déployant un serveur MCP malveillant avec du prompt injection intégré pour exfiltrer les clés SSH, les credentials AWS, les fichiers .npmrc et .env. Le module récolte également les clés API de 9 fournisseurs LLM. Socket, c'est l'entreprise, c'est pas la Socket réseau, pour juste comme ça. Socket signale la présence d'un moteur polymorphique exploitant un modèle DeepSeek codeur local via Olama, alors c'est O2LAMA, pour réécrire le code et échapper à la détection. En parallèle, Veracode et JFrog ont documenté 2 autres paquets NPM malveillants, le build runner-dev qui déploie le RAT open source Pulsar via une image PNG et ESLint Verify plugin qui va délivrer un agent Poséidon pour le framework C2 Mythic sur Linux et un agent APFL JXA sur macOS. Checkmarx a également signalé une extension de Visual Studio Code malveillante nommée Solid 281, ciblant les développeurs Solidity, déployant Screen Connect sur Windows et un Rivershell Python sur macOS et Linux. C'est passionnant à lire. Quand vous faites l'investigation autour de ça, c'est vraiment... c'est pas prêt de s'arrêter ce type de supply chain attack. Selon les responsables ukrainiens de la cybersécurité interrogés par Recorded Future News, en marge du Kiev International Cyber Resilience Forum, les cyberattaques russes ciblant l'infrastructure énergétique ukrainienne ont évolué dans leur finalité. L'objectif principal n'est plus la disruption immédiate des opérations, mais la collecte de renseignements destinés à guider les frappes de missiles. Monsieur Poty, directeur des services d'État ukrainiens des communications spéciales et de la protection de l'information, précise que les attaquants se concentrent désormais sur la cartographie des installations, le suivi des équipes de réparation et l'évaluation de la capacité de récupération des systèmes énergétiques après les frappes. Natalia Tchatchouk, responsable de la cybersécurité au Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, a confirmé cette évolution stratégique. La Russie maintient des accès persistants et silencieux à l'intérieur des réseaux pour surveiller l'étendue des dommages physiques, suivre l'avancement des réparations et identifier les sources d'approvisionnement en composants de remplacement. Les intrusions cyber interviennent avant les frappes pour calibrer les tirs et après pour en évaluer l'efficacité. Elle souligne que Moscou considère désormais les missiles comme le vecteur le plus efficace de destruction d'infrastructures, le cyber servant de fonction de renseignement en appui. Depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022, centrales électriques, sous-stations, lignes de transmission et installations de chauffage urbain ont été frappées de manière répétée, provoquant des coupures prolongées durant les mois de l'hiver. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, chères auditrices et chers auditeurs. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a pu constater un certain nombre d'éléments qui nous disaient que les cyberattaques allaient faire la fin du monde. On était un peu dans les scénarios des films américains type Terminator, etc.
Non, ce qu'on constate, c'est que quand on veut détruire une station énergétique, il n'y a pas mieux qu'un missile. Bon, le coup des centrifugeuses en Iran, ça nous a fait tous marrer un petit peu. Ils ont accéléré des centrifugeuses, mais ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup de travail, etc. Mais là, ce qui est très intéressant dans leur approche, c'est qu'ils utilisent le cyber pour faire ce que j'appelle la phase de reconnaissance et après la phase de renseignement. C'est-à-dire que vous allez taper avec un missile une centrale XY. Une fois que vous avez votre missile a explosé, vous savez pas quel dégât a fait. On n'est pas dans les films, on n'est pas dans les James Bond, on n'est pas je dirais, chez Disney et autres. Ils n'ont pas des satellites qui vont tout de suite voir. Tout ça, faut arrêter, c'est de la science-fiction. On est dans du pragmatique. J'ai tiré un missile, ça a détruit une cible. Est-ce que ça a eu l'objectif que j'avais à l'origine, soit de couper le système de chauffage, etc. Et ce qui est très intéressant, qu'en maintenant leur présence, ils vont savoir qui va intervenir, à quel moment on va réparer, est-ce que la frappe a été efficiente ou pas, ou il faut remettre un coup de deuxième missile le lendemain pour vraiment claquer le truc pour une bonne fois pour toutes. C'est passionnant, c'est hyper intéressant parce que c'est un aspect géopolitique et aussi au niveau de la sécurité qui dépasse les entreprises commerciales. C'est qu'on va utiliser cette présence persistante. C'est pas juste mettre un ransomware, piquer des données, etc. C'est vraiment faire très mal et de façon profonde. Alors, il y a des chercheurs en sécurité, notamment les analystes de Google, qui ont également documenté le pivotement du groupe Sandworm, qui est lié au Kremlin, des cyberattaques destructives vers des opérations de collecte et de renseignement. Et c'est une tendance qui est désormais confirmée sur le terrain opérationnel. Alors, ça me fait un peu sourire qu'on voit... je ne sais pas sourire, ça serait insolent, mais... En parler publiquement en 2026, oui, c'est très bien. Donc, The Record en a parlé. Mais bon, ça fait plusieurs années qu'on a vu quand même ce changement stratégique, ce changement géopolitique. Il y a encore quelques responsables qui ont du mal à penser que le cyber n'est pas encore une arme. Ça se voit encore, hein, il y en a encore quelques-uns. Mais aujourd'hui, on ne peut plus ne faire attention. Et surtout, nous sommes le 23. N'oubliez pas que d'ici quelques jours, nous allons avoir le 4e anniversaire, entre guillemets, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça va être chaud, hein. Au niveau attaque DDoS et autres, tous les pays alliés, entre guillemets, de l'Ukraine, ou qui fournissent une assistance de l'Ukraine, qu'elle soit militaire, humanitaire ou autre, bah vous allez prendre du DDoS, les enfants. Alerte générale 24 heures sur 24. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org et dans la description de celui-ci. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.